On détient tout près de 140 millions de dollars en actifs bâtis. On ne vend jamais de propriété. On détient ces propriétés ad vitam aeternam. On a commencé avec un immeuble à la fois, 7 logements. On l'a payé 422 500 dollars. Okay. La banque nous a financé 300 000 dollars. À part 122 500. Un prêteur privé, 700 000 $ pour faire des travaux. On a tout refait. Pour 700 000 Pour 700 000 $. L'immeuble vaut maintenant 1,7 million. On retourne voir la banque. La banque vient nous refinancer, à ce moment-là, est venue nous refinancer 75% de 1,7 million. Rembourser le premier prêt de la banque, rembourser le prêteur privé, retirer notre apport en capital et même retirer une partie de nos profits. Le financement est garanti par le gouvernement canadien, la Société canadienne d'hypothèque et de logement. La banque augmente le ratio prêt-valeur jusqu'à 95%. On a refinancé tout près de 1,6 million. Ce même 7 logements nous a permis de racheter 3 autres immeubles de 7 logements. Salut Nicolai. Salut Gaspard. Tu vas bien? Je vais très bien, merci. Et toi? Merci beaucoup d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Alors écoute, qui es-tu? Que fais-tu? Tu as un parcours exceptionnel. J'ai vraiment envie qu'on rentre dedans et tu vas nous donner tous tes secrets. Merci. Il n'y a pas énormément de secrets et je m'excuse d'avance pour les auditeurs français pour mon accent. Je ne suis pas belge, mais bien du Québec. Je suis né à Québec et j'ai eu la chance par la suite de grandir à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Puis c'est probablement quelque chose qui est un peu... si on veut sculpter mon être, ça, et également la famille de laquelle je venais. Mes parents étaient des artistes, des gens très curieux intellectuellement, mais aussi très ouverts d'esprit. Ça m'a permis vraiment comme enfant de rêver, de pouvoir espérer qu'un jour, si j'avais envie de devenir quelqu'un qui allait avoir des grands accomplissements, ben je pouvais, malgré le fait que j'ai grandi quand même dans une famille qui avait peu de moyens financiers. Et tout ça a fait en sorte que ça m'a permis d'avoir une vie en grandissant de plus en plus intéressante, d'explorer certaines choses. Je suis devenu athlète professionnel, donc le début de ma vie adulte a été comme joueur de hockey professionnel. Du hockey sur glace au Canada, et les États-Unis. Ensuite, j'ai pu également travailler dans le sport olympique. Donc, j'ai eu la chance de faire 3 Jeux olympiques comme préparateur d'athlètes parce que j'avais complété des études universitaires en biomécanique, en performance humaine. Et étant donné que j'avais un background de mathématiques, parce qu'en biomécanique, c'est beaucoup la mathématique du corps humain, ensuite, tout ce qui est science, le système nerveux. Je m'intéressais, moi, en parallèle, toujours à l'immobilier, au cadre bâti. C'était quelque chose qui, à un jeune âge déjà, là, j'avais 4-5 ans et mes après-midi étaient passés à jouer avec les blocs Lego, à construire des villes dans ma chambre. Quand les ordinateurs sont arrivés, jouer à SimCity, Age of Empires, Civilisation, tous des jeux pour bâtir. Les jeux pour tirer, ça m'intéressait pas énormément. Et ça a toujours été un peu un trait d'union à travers ma vie. Puis j'ai toujours eu une envie de bâtir et une mentalité de bâtisseur, de contribuer positivement. J'aimais l'architecture. Et comme adulte, j'ai commencé un peu sur le side à faire de l'investissement immobilier. Je gagnais bien ma vie à travers les entreprises que j'ai fondées, justement dans le domaine du sport. Et ensuite, vers la mi-vingtaine, fin vingtaine, j'ai fait une transition complète pour aller en immobilier. J'ai fini par bâtir quelques entreprises à succès là-dedans et me lancer vraiment à temps plein en immobilier. Et aujourd'hui, on pourrait dire que je suis à la tête d'une foncière que j'ai fondée avec mes propres fonds et les fonds d'un de mes bons amis. Donc, on s'est dit, on va fonder une foncière ou une espèce de family office. Et ça a pris des ampleurs assez énormes depuis ce temps-là. Et maintenant, on est beaucoup plus, si on veut, un fonds d'investissement qu'une simple foncière familiale. Alors, quelle est la taille de cette foncière aujourd'hui? La taille aujourd'hui, on détient tout près de 140 millions de dollars en actifs bâtis, occupés, c'est-à-dire des immeubles locatifs résidentiels.
généralement des immeubles qui ont au moins 6 unités allant jusqu'à 200-300 unités, donc des logements par immeuble. Donc, combien de logements sur ce... Au total, tout près de 700 actuellement, Okay. qui sont occupés par des locataires. Et un autre 2500 en développement, donc un autre 500 millions, demi-milliard de projets qui sont à différentes phases de développement, que ce soit du pré-développement, développement, construction. Et après, ben, une fois que ces immeubles-là vont être construits, ben, nous, on ne vend jamais de propriété. On détient ces propriétés ad vitam aeternam. Oui, ça, c'est ce qui est très original dans ton modèle, effectivement, c'est que tu achètes, tu construis et tu gardes, et tu vas nous expliquer le truc incroyable au Canada qui permet de s'enrichir et de continuer à développer comme ça un patrimoine dingue. Donc là, on a 140 millions de bâtis, plus de 700 logements, 500 millions de dollars en cours de construction pour plus de 2000 nouveaux logements. Incroyable. Et alors, reprenons maintenant, on a compris où est-ce qu'on est arrivé, mais comment on arrive jusque-là? Donc, tu dis que tu as créé des entreprises dans le sport, tu étais préparateur physique. Physique. Ça paraît pas aujourd'hui, là. En tout cas, c'est pas un préparateur physique qui, en principe, a 150 millions de dollars d'immobilier. Absolument. Même quand il investit un petit peu à côté. Donc, c'est quoi ce parcours? Comment d'un métier en fait assez classique, on peut bâtir une telle fortune immobilière? En fait, il faut comprendre quelques aspects. Premièrement, je me suis toujours considéré davantage comme un entrepreneur, quelqu'un qui crée des entreprises, qui fonde des entreprises de zéro. Et il y a une entreprise que j'ai fondée, par exemple, en 2013, qui s'appelle Ray Harvey, qui existe encore aujourd'hui. J'ai vendu mes parts dans cette entreprise-là en 2016. C'était... on pourrait dire, ici en France, la meilleure manière de l'expliquer, c'était une espèce de investment bank boutique pour les investisseurs immobiliers, pour les family office. Et ça a été un des très bons succès qui m'a propulsé définitivement dans ma carrière d'entrepreneur et d'investisseur. Ensuite, j'ai fondé... Attends, ça faisait quoi exactement, cette entreprise? Tout ce qui était transactionnel au niveau des immeubles multirésidentiels, comme ce que j'achète aujourd'hui, de l'analyse, de la modélisation, de l'ingénierie financière, le financement... Très immobilière déjà, c'est ça? 100% immobilière. 100% immobilière. Mais donc, on appliquait la haute finance à l'immobilier. OK, donc c'était une boîte de conseil dans l'immobilier, avec du courtage aussi. Exactement, tout à fait. OK. Et puis, suite à la vente de cette entreprise-là, j'ai fondé une école qui s'appelle aujourd'hui le Collège MREX, M-R-E-X, qui est un acronyme pour Multi-Active Real Estate Exchange. Et on enseigne essentiellement à n'importe qui est intéressé par l'investissement immobilier, que ce soit quelqu'un qui a une entreprise, que ce soit quelqu'un comme toi, que ce soit un de tes employés, tes salariés, comment faire de l'investissement immobilier, soit à temps partiel, en parallèle à sa carrière, ou comment devenir vraiment un investisseur professionnel, que ce soit partir sa propre foncière, créer un fonds d'investissement, être marchand de biens. Et cette école-là est un succès absolument phénoménal. Au Québec, au Canada, on a des milliers d'investisseurs qui passent à travers nos salles de classe réelles et virtuelles à chaque année. Et ensuite, tout ça a commencé, en fait, aujourd'hui, notre portefeuille immobilier a commencé simplement par un immeuble de 7 unités. Donc, tu étais dans le conseil. Oui, l'enseignement. Puis l'enseignement, la formation. Ouais, que je dirige, je suis encore président. Donc, en fait, ce que tu faisais en conseil, tu l'as transformé en formation pour que les gens se forment à l'ingénierie financière, à l'immobilier, etc. Et là, tu as investi pour toi-même, en parallèle, pour ton propre compte. Exact. Avec un de mes bons amis, qui est un radiologiste d'intervention. Donc lui, il apportait un peu d'argent, c'est ça, et toi, tu apporté l'expertise immobilière. Exactement. Il a apporté une bonne somme d'argent. Moi, j'ai apporté le reste. Et on a commencé avec un immeuble à la fois. Donc, un premier immeuble, 7 logements. Et là, c'est là que tes auditeurs vont comprendre ce qu'on peut faire au Canada. C'est une des raisons pour que je suis en France, parce que je veux offrir cette opportunité-là aux investisseurs français. On a commencé avec un 7 logements. Donc, un immeuble en briques rouges, très, très style Sherbrooke, Canada. Vous, ici, c'est Pierre de Paris. Nous, c'est la brique rouge. C'est vraiment notre cadre bâti. Ça vaut combien un immeuble comme ça? Tu l'achètes combien à ce moment-là, fin 2019, on l'a payé 422 500 $. Et la banque nous a financé 300 000 $. Et nous, on a eu un apport de nos capitaux propres de 122 500 $. Par la suite, je suis allé voir un prêteur privé. Et le prêteur privé nous a fait un prêt de 700 000 $ pour faire des travaux. Donc, il est venu s'insérer en deuxième rang
Ah, d'accord. Donc, l'idée, c'était d'acheter pour faire des travaux. Donc, Exactement. tu fais des montants de travaux Parce qui que sont... c'était un immeuble dans un piètre état avec des vendeurs de drogue. Ah oui, tu l'as pas acheté cher, en fait. Non, je l'ai pas acheté cher, puis ça valait pas cher. Et donc, on l'a reconstruit au complet. On a refait la plomberie, l'électricité. On a même recoulé une dalle de béton au sous-sol. Ah, tu le détruis, tu le reconstruis entièrement? On a simplement gardé la fondation puis une partie de la structure et on a tout refait. Pour 700 000 $. Pour 700 000 exactement, à peu près 100 000 par logement. Et ensuite, on a reloué l'immeuble maintenant, une fois qu'on reconstruit. Combien de temps, la construction? Je dirais à peu près 6 mois. OK. Ça demande des permis? C'est un peu ça demande des compliqué. permis. Nous, on est détenteurs d'une licence d'entrepreneur général, donc de donneur d'ouvrage, de contracteur, si on veut, et on sous-traite tous les métiers électricien, exactement, plomberie, tirage de joints, donc, entre le moment où tu achètes et le moment où tu as fini la rénovation, il te faut 6 mois, un peu plus? Grosso modo, oui, 6 mois. D'accord. Et ensuite, on reloue assez rapidement. Le marché locatif résidentiel est très différent au Canada que de la France. C'est un beau marché, c'est un marché dynamique. Très dynamique. Tu mets une offre, tu as tout de suite des gens. Exact. Donc, on a reloué les logements, bien sûr à des loyers beaucoup plus élevés qu'au départ. Mais là, tu as un immeuble, tu as mis $1 million quand même. Ah oui, exactement. Donc, exactement. Et quoi comme rentabilité sur un immeuble comme ça? On a une rentabilité. En fait, tu vas comprendre la rentabilité d'où qu'elle vient. On refinance l'immeuble maintenant. Donc, on retourne à la banque et on dit, écoutez, maintenant, l'immeuble, voici l'évaluation agréée selon les revenus, les dépenses et le multiple de valeur, donc le cap rate ou le TGA, si on veut. Voici l'immeuble vaut maintenant 1,7 million. Alors attends, le 1,7 million, tu l'obtiens comment exactement? C'est la valeur du foncier au mètre carré? C'est la valeur Nous, on fonctionne avec un cap rate, donc un taux global d'actualisation. Okay. Essentiellement, ou un multiple de revenus nets. Un multiple de revenus. Donc tu prends l'ensemble des loyers. Tu prends l'ensemble des loyers, tu enlèves les dépenses. D'accord. Et ce qu'il reste, exemple, à Sherbrooke, à Montréal, généralement, en ce moment, les immeubles se vendent environ entre 18 et 25 fois les revenus nets. À 18 et 25 fois les revenus nets. Donc, un TGA ou un cap rate d'à peu près 4,5-5%. Donc là, tu avais à peu près $100 000 par an, c'est ça, de revenus. Si tu me dis que ça vaut 1,7 million avec un multiple que tu décris. Ok, d'accord. Donc tu investis, tu mets $1 million, un peu plus. Tu as des locataires, tu as 7 locataires. À peu près 85 000 en fait de revenus nets. 85 000 de revenus nets, après les charges. Donc les revenus bruts, les loyers, on parle de peut-être plus aux alentours d'un 110 000 par exemple. D'accord. Et donc des loyers aux alentours de 1200, 1300, 1400 par mois. Oui, donc pas des très gros loyers, des loyers raisonnables. Nous, on ne fait pas de luxe, on est un investisseur d'impact. Donc on tente d'offrir du logement pour les gens, pour le marché abordable. Pas social, abordable et de marché qu'on appelle. Mais on ne touche pas au luxe. Parce que notre devise, c'est de vraiment... On veut aider le commun des mortels. On veut s'assurer que les gens peuvent vivre dans la sécurité, la dignité, même s'ils ne sont pas... très fortunés. Très fortunés. Et tout ça pour dire... Donc là, tu refinances. Exactement. Donc, on retourne voir la banque. Donc, tu as encore 400 000 euros de capital. On a 300 000, on a 300 000 de financement, 300 000 de financement bancaire, 700 000 avec l'investisseur, avec le prêteur privé. Ouais. Donc, on a 1 million de dettes. Ouais. On a à peu près 125 000 tout près d'apports en capitaux, là, si on compte les investissements lors de l'acquisition, les frais de notaire, les frais de financement et tout. Et la banque vient nous refinancer, à ce moment-là, est venue nous refinancer 75% de 1,7 million. Donc, ça nous a permis d'essentiellement rembourser le premier prêt de la banque, rembourser le prêteur privé, retirer notre apport en capital et même retirer une partie de nos profits. Et là, on prend cet argent-là et on refait la même opération une deuxième fois. Alors, très clair, mais juste pour rester sur celle-là, quand tu reprends, donc là, tu prends 75%, c'est-à-dire quoi? C'est 1,2 million, un truc comme ça? À peu près, ouais. 1,2 million, tu rembourses comment cette dette? C'est une dette qui est la banque, c'est une dette qui est en... La banque le fait automatiquement. Donc, ils vont nous octroyer un prêt d'1,2 million. Ouais. Ils vont rembourser le premier prêt puis le deuxième prêt qu'on avait. Et c'est un prêt ensuite qui a un terme de 5 ans. OK. Mais qui est amorti sur 25 à 30 ans. Donc, pour établir c'est quoi la constante hypothécaire ou le paiement mensuel, capital-intérêt,
le prêt est amorti sur 25 ans. Donc, ce qu'on fait, c'est que 5 ans plus tard, on va retourner voir la banque. Soit on renouvelle ce prêt-là, ou soit on peut également refinancer plus haut si l'immeuble a pris plus de valeur. D'accord. Donc, ça, c'est très différent de la France. Et là, c'est très différent. Là, à ce moment-là, on a refinancé simplement avec un financement, ce qu'on appelle conventionnel bancaire. Nous, comme investisseurs d'impact, on cote très haut au niveau ESG, au niveau engagement social, l'abordabilité et tout. Nous, on a accès à un financement très particulier qui existe depuis longtemps au Canada, qui existe depuis après la Deuxième Guerre mondiale. Ce financement-là est garanti par le gouvernement canadien, par un organisme parapublic qui s'appelle la Société canadienne d'hypothèque et de logement, la SCHL. Et ce qu'elle fait, elle, c'est un assureur hypothécaire qui est un bras du gouvernement canadien. Et elle vient dire, bon, mais pour telle et telle raison, au niveau de l'abordabilité, au niveau ESG, au niveau track record de cet investisseur-là, cette foncière-là ou ce promoteur-là, nous sommes prêts à assurer tout prêt qu'ils vont aller chercher au refinancement. Et donc, la banque te prête sans problème avec un taux qui est relativement bas, quoi. En fait, la banque augmente le ratio prêt-valeur. Donc là, non pas, au lieu de me refinancer à 75% du ratio prêt-valeur, donc 75% du 1,7 million, maintenant, je peux aller jusqu'à 95%. J'ai un rabais de 1% sur mon taux d'intérêt. Et ça, c'est au bout de 5 ans, c'est ça, ou tu l'as eu dès l'année 0? Je peux le faire dès l'acquisition si je veux. C'est juste que c'est un outil que tu dois utiliser une fois que ton immeuble est optimisé. Parce qu'il faut le voir comme un prêt citron, si on veut. On vient optimiser l'immeuble. Une fois qu'il est optimisé, et on dit, bon, l'actif est maintenant mature, il est vraiment à sa juste valeur. Là, on va prendre ce type de financement-là si on y a accès. Pour maximiser, pour justement. Le citron, pour ressortir le maximum d'equity. La LTV, oui. Pour le prendre, puis continuer à faire notre croissance. Et c'est pour ça que nous, on ne revend pas, parce qu'à la fin de la journée, si on revend l'immeuble, on doit payer des impôts. La différence, d'aller rechercher 100% de notre equity après impôt, cette différence-là est négligeable par rapport à ce qu'on peut ressortir en equity au refinancement qui est non imposable. Et donc, on prend cet argent-là et on répète. Donc, avec un premier apport en capital, tu fais une boule de neige incroyable. Tu peux faire une boule de neige sans cesse. Et là, si tu as d'autres apports en capitaux, tu es capable, si tu as une bonne discipline, une bonne réputation, une capacité de te structurer et de savoir où tu t'en vas, d'avoir une bonne gestion de risque, tu es capable de vraiment bâtir quelque chose de très bien avec, au départ, avec très peu, essentiellement. Mais donc, juste pour revenir sur les 5 ans et les 20 ans, j'ai pas bien compris. Tu disais amortissable en 20 ans, mais remboursable en 5. C'est-à-dire que concrètement, tous les mois, tu rembourses le capital et les intérêts, c'est ça? Exact. Tous les mois, tu rembourses les capitals et intérêts, mais arrivé à 5 ans, tout le capital n'aura pas été remboursé. Exactement. Parce que c'était prévu sur 20 ans. Exactement. Si c'était prévu sur 25 ans, un cinquième du capital, essentiellement. D'accord, je comprends. Et tu payes beaucoup plus d'intérêts au départ. Donc, c'est pas tout à fait un cinquième du capital. Un petit peu moins, bien sûr. Parce que tu payes les intérêts au démarrage. C'est ça, tu vas payer plus de capital vers la fin, moins d'intérêts, plus d'intérêts au départ. Donc, plus... Peut-être un 6e, un 7e. Et là, sur cet immeuble, est-ce que les loyers générés par l'immeuble te suffisaient pour rembourser justement ce prêt? Absolument, parce qu'il y a des stratégies, en fait, il y a des impositions en gestion de risque à travers des calculs actuariels qui viennent établir quelque chose que nous, on appelle la valeur économique. Et même si un immeuble a une évaluation agréée de 1,7 million, le refinancement ou le financement est basé, son ratio prêt-valeur est toujours basé sur le plus petit entre l'évaluation agréée et la valeur économique. Et la valeur économique est établie à travers ce qu'on appelle un ratio de couverture de dette. Donc, la banque oblige un ratio de couverture de dette, exemple dans le cas des immeubles assurés par le gouvernement, de 1,10. Ça veut dire que je dois être capable d'avoir des revenus qui sont au moins 10% plus élevés que mon coût de dépenses et d'hypothèques. Donc, par le fait même, je suis obligé d'être rentable. Je suis obligé d'avoir une capacité de dégager des bénéfices à chaque mois supplémentaires à ce que coûtent les dépenses d'opération et le paiement hypothécaire mensuel. Oui, c'est ce que tu nous disais en plus. C'est-à-dire que de toute façon, la banque ne te prête que 18 fois ou 17 fois la valeur des loyers. Et tu vas l'amortir sur 20 ou 25 ans. Exact. Donc, par définition, tu auras plus de loyers qu'il ne faut pour couvrir le prêt. Et en plus, dans les immeubles, dans les prêts assurés par la SCHL dont je te parle, l'autre avantage, c'est l'amortissement peut être étiré jusqu'à 50 ans.
Donc, je peux aller... Jusqu'à 50 ans, donc tu rembourses très beaucoup peu. moins de capital, mais ton cash flow est beaucoup plus fort. Ta dividende annuelle est beaucoup plus forte. Et après, c'est un contrôle au niveau de tes opérations. Si tu es capable de bien gérer tes immeubles, de bien les entretenir, d'augmenter, de suivre l'inflation, puis même de battre l'inflation au niveau de tes augmentations de loyer avec le temps, tu vas même être capable probablement de ressortir constamment de l'équité à chaque 5 ans. Tu gagnes de l'argent à chaque fois. Exact. Et là, sur ce premier immeuble, tu gagnais quoi alors après avoir tout remboursé, etc. C'était pas grand-chose, j'imagine ou... Au final, cet immeuble-là, on a retiré toute notre mise de fonds initiale. C'est ça qui a beaucoup de valeur. Plus le triple. Parce qu'à la fin de la journée, on a refinancé également avec la SCHL sur cet immeuble-là. Donc, on est allé chercher un produit de refinancement total de tout près de 1,6 million. Ouais, donc, tu avais beaucoup de cash en plus pour le réinvestir. Donc, ce même 7 logements-là, l'apport en capital pour le 7 logements nous a permis de racheter 3 autres immeubles de 7 logements. Donc, on a 4 immeubles avec le même apport en capital. On s'entend. Là, tu rachetais à peu près les mêmes choses? Tu étais dans la même stratégie? Oui, un immeuble de 10 logements, un immeuble de 6 logements. À peu près la même taille. Exactement. Donc, tu as un même effet stratégie, tu rénoves. Exact. Okay. Puis, pour pouvoir générer de l'effet composé en immobilier, je ne sais pas si c'est un sujet de discussion en France, mais il y a aussi une mentalité de certains investisseurs au Canada qui ne veulent pas constamment remettre de la dette plus élevée sur leurs immeubles. Parce qu'ils ont une vieille mentalité, ils ont peur de la dette, ils ne savent pas comment utiliser le levier, ils ne comprennent pas les outils de gestion de risque. Mais force est d'admettre que si tu ne refinances pas constamment plus haut ou que tu ne revends pas ton immeuble pour réinvestir par la suite, tu ne génères pas de rendement composé en immobilier. Le rendement composé en immobilier, là, tu dois être actif pour le générer. Et Warren Buffett, en tout cas, moi, un de mes grands modèles et mentors de loin, a toujours dit la 8e merveille du monde, c'est quoi? C'est le rendement composé. Donc, c'est un peu ce rendement-là composé en action, là, essentiellement. Là, tu as un immeuble, tu mets 120 000 euros de capital, tu le rénoves, tu le refinances. Tu rachètes 3 immeubles de plus. Tu rachètes 3 immeubles de plus. Et donc, après, ça continue. Les 3 vont devenir 3 fois 3, puis tu peux en acheter 9 parce que tu vas refaire. C'est pour ça que beaucoup de mes discussions exploratoires, ça fait déjà depuis l'an passé que je viens sur Paris pour explorer justement les possibilités de créer un pont entre les investisseurs, le capital français et l'immobilier canadien. Et ce que j'aperçois, c'est votre immobilier est très différent ici. Les profils de rendement de risque sont très différents, le marché est très différent au niveau législatif. Vous êtes généralement, puis là je généralise, je m'en excuse pour les gens qui vont se sentir écartés, mais généralement vous êtes beaucoup plus sur la distribution de l'actif. Nous, on a un marché, il ne faut pas oublier, on a un marché moins mature que le vôtre. Vous êtes le vieux continent, comme nous on appelle au Québec, parce que justement, ça fait beaucoup plus longtemps que votre cadre est bâti. Donc nous, on est un peu un entre-deux. On a l'opportunité, la croissance des USA, des États-Unis, mais on n'est pas des cowboys. Nous, on a une stabilité à la Suisse, on a une stabilité bancaire, on a des contrôles de gestion de risque, stabilité politique également. Mais ça fait en sorte que nos profils de rendement sont différents. Nous, les investisseurs canadiens, habituellement, cherchent plutôt à croître la valeur de leur patrimoine dans le court à moyen terme, pas de distribution, pour maximiser le rendement annuel global. Et une fois qu'ils ont atteint une certaine valeur nette, là, vont penser ensuite à aller vers un profil plus de génération, de distribution mensuelle ou trimestrielle ou annuelle, en réduisant, bien sûr, le rendement global, essentiellement. Alors que j'ai l'impression, à date, beaucoup de mes discussions en France, les gens ont tendance à beaucoup être dans la distribution plus rapide comme outil de gestion de risque. Alors que nous, au Canada, c'est un peu différent, mais nous, on a accès au refinancement continuel, ce que vous n'avez pas nécessairement accès aussi facilement. Non, mais c'est vrai que quand tu es investisseur immobilier en France, on a tendance à te dire, prends un immeuble, touche tes loyers, et tu seras content. Et essaye de dégager un cash flow positif pour te payer un resto, une pizza de temps en temps.
avec Taylor. Mais là, c'est vrai que la logique que tu décris ici est très différente. C'est la valorisation foncière, du refinancement, de la boule de neige. Ouais. Et c'est comme ça qu'avec un capital relativement modeste au début, 120 000 euros, c'est une somme, hein, même pas 120 000 $. C'est quoi en euros, 120 000 $? 120 000 $ en euros, ça doit être 75. Ah, 75, 80. Ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Donc c'est vraiment pas une somme inatteignable. Non. Avec celle-là, toi, c'était quand cette première opération? La fin 2019. Fin 2019. Donc mois de décembre 2019. Alors 2020. Allez, il y a 6 ans, 6 ans maximum. Tu achètes ton premier immeuble et de fil en aiguille, tu achètes. D'où l'intérêt aussi, peut-être tu peux nous en parler, de la construction. Parce que nous, on fait beaucoup d'opérations de promotion en France. On achète, on construit, mais il faut revendre tout de suite pour pouvoir repartir sur une autre opération. Mais toi, parce en fait, que vous n'avez pas le refinancement. Oui, c'est ça. Ce que tu nous dis, c'est que toi, tu revends la banque, en fait, en quelque sorte. Tu restes propriétaire et elle te donne le cash pour que tu continues ton aventure. C'est une très bonne allégorie, effectivement. C'est comme revendre une bonne partie à la banque. En fait, les rembarquer comme investisseurs obligataires, dans le fond, c'est essentiellement ça. Alors, le refinancement existe autant pour l'immeuble stable que l'immeuble optimisé que une action de promotion immobilière. Là. C'est la même chose, même que souvent, on va créer notre apport en capital, en créer un arbitrage sur le terrain. Par exemple, on a acheté un terrain de 10 000 mètres carrés au centre-ville d'une ville qui s'appelle Sherbrooke, au Québec, et à 1h15 de Montréal. C'est une ville secondaire, une ville étudiante avec 2 universités. Et ce terrain-là, on l'a payé 3,2 millions. C'est un terrain à décontaminer et tout. Le coût de notre projet total pour le valoriser, disons, c'est 5 millions. Donc, 3,2 millions d'achats, un autre 1,8 million en frais d'architecte, en ingénierie, en frais financiers, parce qu'on a financé en partie l'acquisition. Et, disons, all-in, on est à 5 millions. Ce terrain-là, on amène à faire accepter un projet qui va, on espère, aller jusqu'à 800 logements construisibles sur le terrain. Combien d'étages? Entre 6 et 12 étages. Okay. Alors que, de facto, c'est une zone pour du 4 étages. Okay. Et pour te donner un exemple, à 800 logements, on parle maintenant d'un terrain qui a une valeur de 30 millions. Donc, nous, on a mis 5 millions. Puis sur les 5 millions, on a mis à peu près 500 000 en argent, le reste financé. Et on va aller générer essentiellement 25 millions. Puis c'est comme ça que, comme investisseur d'impact, on est capable d'être très, très profitable, mais aussi d'avoir une capacité de dire, on va mettre sur le marché des logements qui vont être accessibles. On n'a pas besoin de pousser la note puis d'emmener le locataire à la gorge puis qu'on aille chercher chaque dollar, chaque euro de plus du locataire parce qu'on a été capable de générer assez de valeur, de créer assez de valeur sur des parties plus antérieures du cycle du projet qui nous permet de faire ça. Souvent, l'investissement d'impact, les gens vont penser que c'est de la philanthropie en parallèle. Non, moi, pas du tout. Il y a une logique financière. Moi, je pense que c'est même beaucoup plus rentable et tu as beaucoup plus de rendement quand tu prends le temps de comprendre comment fonctionnent bien les choses et comment fonctionne bien également le système capitaliste. Parce que là, sur cet exemple, tu vas refinancer à 25 millions, c'est ça? En fait, là, on va aller voir la banque pour construire le projet qui va être un projet d'à peu près... ça va être un projet d'environ 400 millions au final. 400 millions de valeur, de coût, si on veut. De construction, parce qu'attends, 800 logements le terrain nu, il vaut 30 millions, c'est ça que tu dis? Exactement. Ah, je crois que c'était le terrain construit. Non, le terrain nu. Ah, le terrain nu, après le décontamination, etc. D'accord, ok, très bien. Le terrain nu avec les immeubles construits, c'est tout près de 400 millions. D'accord. Donc, encore une fois, on va aller voir... Et à construire, ça coûte combien, ça? Le coût de revient de la construction en plus? Ça revient à peu près... nous, on est en pied carré, donc pour ce type d'immeuble-là, peut-être 225-240 $ du pied carré. Donc, c'est quoi? Il faudrait faire le calcul, là, mais ça se peut-tu que ce soit 20-25 $ du mètre carré? Mais donc, tu t'attends à combien de... On a compris. C'est environ 250 000, 275 000 par logement. Mon coût de construction, essentiellement. Et donc, normalement, ce que nous, on fait, c'est que pour construire quelque chose de cette taille-là, la mise de fonds nécessaire serait, disons, de à peu près 40 à 45 millions. Mais là, déjà, le coût total, il est de combien? Il est de 200 millions, c'est ça, de construction? Il va être entre 250 et 400 millions, dépendamment de... De construction? Oui.
Ah oui, tu as entre 250 et... Non, de valeur. De valeur, mais alors de construction, c'est ça que j'essaie de comprendre. On risque d'être un peu plus bas. Il y a généralement une marge d'à peu près 10% de profit sur la construction, entre la construction et la valeur. D'accord, donc tu penses... C'est pas l'affaire la plus profitable. Tu as quand même 350 millions de coûts de construction encore devant toi. Ouais. Okay. Et donc ce que tu dis, c'est qu'il faudrait avoir 35, il faudrait avoir 10%. Il faudrait avoir à peu près, oui, 35 millions. 40 millions, disons, pour faire un chiffron. Peut-être un 10-12%. D'accord. Il faut avoir accès à d'autres liquidités, bien sûr, mais on n'a pas besoin de les mettre dans le projet. Donc, disons un 40 millions. Mais là, on a un terrain qui en vaut 30, qui nous a coûté 5. Donc, il manque 10 millions pour lever le projet. C'est minime comparé, parce qu'au final, à la fin de la journée, on pourrait dire, d'abord, ça va avoir refinances le foncier, c'est ça? Exact. Ça va avoir pris, disons, 15 millions au total pour construire un actif qui avait besoin de 40 millions. Alors, on a réussi à faire beaucoup avec très peu. Puis là, il y a d'autres types de choses qu'on peut faire. On peut aller chercher un fonds institutionnel, une compagnie d'assurance qui va venir prendre une part de 50% juste sur la partie de construction, qui va encore une fois limiter la part en capital qu'on doit mettre, qui va réduire le risque. Il y a un paquet de choses au niveau ingénierie financière, au niveau modélisation qui peuvent être faites, qui nous permettent de continuer à avoir une belle croissance, tout en se dérisquant essentiellement, puis sans devoir toujours constamment apporter plus de capitaux. Alors attends, sur ce projet, tu me dis si j'ai bien suivi. Ouais. Vous l'achetez combien déjà le foncier? 3 millions? 3,2. OK, 3,2. On met un autre 1,8 pour le développer, le valoriser. OK, vous mettez ça vous coûte 5 millions. Ouais. Le terrain vaut 30. Il en vaut 30. Ouais. Tu vas le refinancer. En fait, je vais aller chercher un financement de construction. OK. Mais sur la base de la valeur foncière, c'est ça? Sur la base de la valeur foncière puis du projet qu'on va faire. D'accord. Le prêt de construction va être en déboursé progressif. Mais le prêt de construction, il est sur quel pourcentage de la valeur de la construction? C'est ça que je ne comprends pas. Il peut aller jusqu'à 90%. OK. Mais donc 90%... Il peut aller jusqu'à 90% de la valeur finale ou 100% du coût de construction. D'accord, c'est ça. C'est 100% parce qu'on est un investisseur d'impact. Parce que tu es un investisseur d'impact. Exactement. Donc, en fait, tu vas chercher 100%. Donc, règle de pouce, on se dit ça prend à peu près 10 à 12% d'apport en capitaux. Alors, même ce que moi, j'opte pour faire, disons que ça nous prend 40 millions essentiellement d'equity. On en a déjà théoriquement 25 parce qu'on a un terrain qui en vaut 30. On a 5 millions de dettes, disons, en fait 4 millions de dettes. Donc, on a déjà... mais tu ne vas pas le refinancer, ça. Non, je vais aller voir un prêteur, je vais aller voir un fonds institutionnel. D'accord, c'est le fonds d'assurance, un fonds de prêt. retraite, une caisse de retraite. Je vais leur dire, est-ce que vous voulez être 50-50 sur ce projet-là? Parfait. Ça prend 20 millions de mise de fonds. Ils vont venir acheter 50% pour 20 millions. Moi, je vais retirer donc une partie de l'équité qu'on a générée. Je vais aller le mettre sur d'autres projets de développement. Là, on va lever le projet de construction avec le prêteur, avec la banque, l'investisseur institutionnel, qui va nous aider à avoir des meilleures garanties aussi pour le prêt de construction. C'est une banque qui fait le prêt de construction. C'est la banque garantie par le gouvernement canadien. Okay. Et ensuite, après, généralement, 5 à 10 ans, à travers un refinancement, on va racheter l'investisseur institutionnel pour le sortir de là. Parce que la valeur est assez forte. Elle ne sera plus à 400 millions, elle va monter encore. Elle va être à 500 millions peut-être. Puis l'investisseur institutionnel cherche des rendements beaucoup plus bas que l'investisseur privé. Donc, c'est relativement facile de le racheter. Il n'aura mis que 20 millions, lui. Exactement. Donc, toi, il suffit que ton foncier prenne un tout petit peu de valeur, que tu dégages ces 20 millions. Exact. Parce que l'investisseur institutionnel s'attend à un taux de rendement interne aux alentours de généralement 8 à 12%. C'est des caisses de retraite, des choses comme ça. Okay. Alors que la vérité, c'est que des foncières, des promoteurs, nous, on est beaucoup plus dans des rendements qui ressemblent à du venture capital puis du private equity. Fait qu'on est à du 30% et plus, généralement. Donc, on a une capacité, après ça, de ressortir ça. Donc, à la fin de la journée, on termine qu'on est propriétaire à 100% de ce projet-là. On a mis très peu de capitaux. Ça nous permet de réduire nos risques, de faire travailler notre argent, de le rouler et d'aller chercher des économies d'échelle également. Parce qu'il y a quand même un risque. Effectivement, là, on te voit gai, heureux, etc. Mais tu vas te coucher tous les soirs avec 500 millions d'euros de dette, 500 millions de dollars de dette. Alors peut-être pas, il y a combien, c'est quoi maintenant la quantité de dette globale que vous avez sur la foncière? Présentement, aujourd'hui, on a tout près de 100 millions. OK, 100 millions, mais pour une valeur totale qui est... De 140 réalisés, puis 500 en réalisation. Là. Mais vous n'avez pas encore pris le prêt sur les 500, c'est ça? Non, exact. OK. Exact. Donc, tu as quand même 100 millions sur 40 millions de construits aujourd'hui. Et tu vis avec tranquillement, sans problème. Très bien. Ben oui, absolument. les immeubles sont rentables. Okay. Le respect des propriétaires au Canada, il y a des défis, mais
nous, on n'a pas de problème de squatteurs, on n'a pas de problème à se faire payer. Les taux de vacances et de mauvaises créances ont toujours été relativement très basses au Canada. Dans notre culture, c'est comme ça. Tu es sujet un peu aux fluctuations du marché de l'immobilier? Si demain, les prix de l'immobilier baissent... Écoute, nous, on a vécu la COVID, tout comme vous. On a vécu l'augmentation historique des taux d'intérêt, tout comme vous. C'est des prêts variables que tu as ou c'est des prêts à taux fixes? Les prêts avec le gouvernement canadien, c'est des prêts fixes. D'accord, donc avec les banques, généralement aussi. Les prêteurs privés, des prêts un peu plus hauts. Donc, mais avec les banques, c'est à taux fixe. C'est toujours à taux fixe. On peut aller 5 ou 10 ans en fixe, essentiellement. D'accord. Donc, il y a une gestion à ce moment-là au niveau de ton risque. Puis, je dirais que l'autre chose, c'est l'immobilier résidentiel, nous, ce qu'on appelle le multirésidentiel. Tu sais, quelqu'un qui achète une maison pour le louer à quelqu'un ou qui achète un logement pour le louer à quelqu'un, nous, c'est pas ça qu'on fait. Nous, c'est des immeubles, on est propriétaire de l'immeuble au complet. Donc, il n'y a pas de copropriété. C'est des baux d'un an. Donc, le locataire paye il a son bail pendant un an. Généralement, les mensuellement? gens... ils payent mensuellement. Il y a un bail d'un an. Le taux de roulement historique au Canada, c'est à peu près 20%. Donc, si tu as un 100 logements, tu as 20 logements qui vont se renouveler à chaque année. Donc, ça te permet aussi de remettre tes logements au marché. Ça te permet aussi de filtrer tes clients et tout. Le taux d'inoccupation de mauvaise créance va généralement être entre 1 et 5 à 6%, dépendamment des marchés. Et l'immobilier, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus faites par les grandes firmes, les CBRE, Cushman Wakefield, JLL, par les grands économistes. En Amérique du Nord, Canada et États-Unis, deux marchés quand même similaires. Canadien beaucoup plus stable à cause de notre système bancaire et notre système politique. L'actif qui a le meilleur ratio Sharpe, donc rendement par risque, et qui a le moins de cyclarité, c'est le marché multirésidentiel BC. Donc, nous, comment on qualifie les immeubles? A, B, C, D, E. A, c'est du luxe. B, c'est de marché. C, c'est ce qu'on appelle abordable, affordable, accessible, workforce housing en anglais. D, bas de gamme. Bas de gamme, ghetto. Projet comme quand j'écoutais du I Am, que j'étais jeune, puis on voyait les vidéoclips à Marseille. Puis c'est très difficile. Délabré. C'est des piqueries, c'est des crack house, de la criminalité très dangereuse. Et le B... Donc, le B et le C, c'est ce qui fonctionne le mieux à travers tous les cycles. D'accord. Ça a le moins de changement de valeur à travers les cycles. C'est ce qui est le plus résilient même à travers les problèmes économiques, les récessions et même les dépressions. C'est normal parce que on est déjà dans un actif qui c'est un besoin primaire. Les gens, même à travers des moments très difficiles, vont continuer à faire deux choses. Ils vont payer leur épicerie puis ils vont payer leur loyer. Bien sûr. Ce qui veut dire que toi, tu n'achètes jamais sans une revalorisation du foncier. Tu achètes quand même toujours en te disant on va rénover, on va construire, il faut que le foncier augmente pour que justement le refinancement soit gagnant pour toi. C'est une grande partie de notre gestion de risque. Je n'achète pas un immeuble qui est déjà en bon état. Qui vaut 2 millions puis qui va valoir, que je pense va valoir 2 millions. J'achète des immeubles généralement qui sont... soit j'ai une opportunité parce qu'on est tellement un grand joueur qu'on se fait offrir des opportunités off-market. Donc, où jour 1, il y a un arbitrage sur le prix pour différentes situations. Le vendeur est dans une mauvaise situation financière, un divorce, un décès, une mauvaise gestion. Sinon, généralement, la plupart des immeubles multirésidentiels au Canada, en bas de 50 unités par immeuble, appartiennent à ce que nous, on appelle monsieur et madame tout le monde. Donc, peut-être que ta tante et ton oncle ont un immeuble de 8 logements, et c'est eux qui gèrent ça la fin de semaine. C'est pas des professionnels, des grands institutionnels. Exact. C'est pas industrialisé. Il n'y a pas de système de processus de mise en place. Toi, tu es allé sur un marché en tant que professionnel où il n'y en avait pas d'autres. Tu es allé dans un endroit où il y avait moins de compétition. C'est géré en amateur. Donc, il y a beaucoup de valeurs latentes qui sont dans ces immeubles-là à aller chercher. Et l'immobilier, c'est un sport de volume. Donc, plus que tu es capable d'avoir beaucoup de volume, surtout dans le domaine multirésidentiel, tu vas chercher des économies d'échelle. Tu es capable donc de réduire justement ton coût d'opération parce que au lieu d'avoir un gestionnaire, tu es capable d'avoir des économies d'échelle au niveau de tes ressources humaines, au niveau de tes matériaux, au niveau
de tes opérations. Oui, tu payes moins cher ton ciment quand on achète par très grande quantité que quand tu achètes... Puis même dans ta gestion de risque. Dans ta gestion de risque, disons que tu passes à travers un cycle de marché difficile. Qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont vouloir habiter dans mes immeubles versus toi qui as un immeuble? Ben, par exemple, moi, si j'ai 4000 logements dans la ville d'Edmonton, j'ai une capacité à travers mon échelle de peut-être avoir des gardiens de sécurité 24 heures sur 24 sur tous mes immeubles qui font le tour parce que je les ai mutualisés à travers 4000 unités. Toi, avec 24 unités, tu n'as pas les moyens de faire ça. Tu n'as pas cette capacité de mutualisation de coûts, de dépenses ou d'amélioration à travers l'échelle que tu as. Donc, c'est pour ça aussi que plus que tu es capable d'être un investisseur professionnel, d'industrialiser tes opérations, puis d'aller chercher une échelle, tu es capable de toujours avoir des gains à gauche puis à droite qui te permettent justement de générer ce qu'on appelle de l'alpha, de générer plus de rendement sans prendre plus de risques. Alors justement, on a bien compris comment tu as bâti la foncière. Ouais. Première acquisition, refinancement, boule de neige, on grossit. Mais alors derrière, tu le dis, il y a un gros enjeu. On aurait injecté d'autres capitaux. On avait d'autres capitaux. Très bien. Exact, on a accéléré de cette façon-là. Mais derrière, tu as l'opérationnel. C'est-à-dire que derrière, il faut trouver le lieu, il faut le visiter, il faut l'évaluer. Ouais. Il faut le rénover, il faut se lever tôt pour aller sur le chantier, il faut engueuler les gars. Une fois que c'est construit, il faut faire les annonces, il faut répondre aux questions des propriétaires, signer les baux. Enfin, tu le dis, le gardiennage, le nettoyage, etc. Alors, décris-nous un peu la patte humaine derrière l'immobilier et l'opérationnel. Comment tu gères ça? C'est quoi la taille de tes équipes? Comment ça se répartit? Sur quel poste? Etc. Ouais. etc. En partant, il faut comprendre, ça fait 20 ans que je suis dirigeant d'entreprise. J'ai commencé à l'âge de 22 ans. T'en as engueulé des personnes? J'en ai engueulé. J'ai testé des systèmes, j'ai testé des opérations. Je vais avoir 42 ans cet été. Moi, mon ambition n'a jamais été d'avoir le plus d'employés, de salariés possible. Les jeux d'ego, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis ici je pense que je dois être ton premier invité. Vous appelez ça comme un pull. Un pull, un hoodie. Je suis le premier en pull ici. J'aime ça d'ailleurs, être en pull. Les gens ont tendance à sous-estimer la personne qui est en pull. Donc, j'adore ça. Mais essentiellement, j'aime ça avoir une entreprise lean, le plus lean possible. Efficace. Donc, efficace. Alors, nous, en ce moment, on a 20 salariés. T'as 20 salariés pour gérer 700 logements. On a notre équipe de comptabilité et finance. Plus les constructions. Parce qu'on sous-traite énormément. Ah, d'accord. Tous les corps de métier sont sous-traités. Donc, sur la construction... Tout est sous-traité. Nous, on fait le travail de surintendance, essentiellement. Chargé de projet. Maître d'œuvre, c'est ça? Maître d'œuvre, exactement. Puis après ça, on sous-traite l'entièreté de... Vous avez des architectes qui travaillent pour vous. Exact. Vous avez des maçons qui travaillent pour vous, des électriciens, OK. On n'a aucun corps de métier. Et très souvent, vous travaillez avec les mêmes, j'imagine, parce que ça se passe bien. Exactement. On développe des relations, on teste c'est qui les meilleurs. Puis une fois qu'on a trouvé les meilleurs, puis qu'on aime leur rigueur et leur façon de faire, on établit une relation encore plus profonde avec eux. Et économie d'échelle, comme tu disais, le plombier, tu lui garantis qu'il y a tous les mois un certain nombre de trucs à aller déboucher. Exactement. Okay. Ensuite, on a nos équipes de comptabilité et finance. C'est la fonction la plus importante. Ça, c'est chez toi. Oui, parce que aussi aujourd'hui, au départ, on était seulement 2. Ouais. Moi et Frédéric, mon ami de longue date. Aujourd'hui, on a ouvert notre capital action à 50 autres investisseurs. On prévoit l'ouvrir à beaucoup plus d'investisseurs, autant au Canada qu'en France. Donc, on a une fonction finance comptable qui est très importante. On a CPA à l'interne, on a du monde au niveau juridique. Sur 20 personnes, c'est combien de... sur 20 personnes, c'est au moins le quart. Au moins 5 plus toi qui t'y connais très bien. Ça va grandir avec le temps. D'accord. Ensuite, et ça, c'est des gens qui gèrent quoi? Ils vont gérer les CPA, technicien comptable. Les dossiers bancaires, exact. Toute la comptabilité à l'interne. Nous, on fait toute notre comptabilité à l'interne. Les modélisations financières pour les nouveaux immeubles. Et après, on donne la comptabilité à l'externe à une firme. D'accord. Et tu as une comptabilité en plus à l'externe. Donc tout ce qui est audit doit être fait à l'externe, essentiellement. Et ensuite, on a l'équipe au niveau du développement de projet. Donc, négocier avec les villes, coordonner les architectes avec les ingénieurs. Donc, ça, c'est vraiment un chargé de projet au niveau du développement. Et après ça, l'autre partie qui est vraiment importante, c'est la partie opérationnelle, la gestion des immeubles. Parce que nous, on est verticalement intégrés. Attends, 5 sur la comptabilité. Ouais. Combien sur la gestion du projet avant qu'il soit sorti? Une personne par ville. Une personne par ville. Donc, tu as 2 villes aujourd'hui, c'est ça? J'ai 2 villes, mais on vient de rentrer dans la 2e ville. Donc, en ce moment, on a une personne. Okay, donc ça fait 6. Et après, tu en as... On a une personne qui gère la construction. Un chargé de projet surintendant. Après ça, le reste, c'est au niveau de la gestion des immeubles, des locataires, le quotidien. Donc, un gestionnaire immobilier, un agent de location et surtout
des hommes d'entretien et des gens de ménage. Ah, que tu as chez toi, les gens de ménage. C'est pas de la sous-traitance non plus, quoi. Non, on le garde à l'interne. D'accord. Alors, attends, si on exclut le ménage, les gens qui gèrent juste les locations, qui font les petites annonces, qui font les visites, qui signent les baux, etc. Combien de personnes? Une personne peut faire essentiellement, peut s'occuper d'à peu près 250 à 400 logements. OK. Donc là, tu as besoin de 3-4 personnes, quoi. À Sherbrooke, on a présentement une personne. À Edmonton, on rentre avec 2 personnes. On va aller chercher plus de volume en termes de logements. On va faire un peu plus d'acquisition de logements déjà construits à Edmonton versus le développement. Le développement va ensuite suivre pour vraiment avoir un beau hedge. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup d'immeubles très rentables, très cash flow positifs. Et on va prendre une partie de ces cash flows-là pour justement s'occuper du développement de l'autre côté. OK, très clair. Donc, tu as une dizaine de personnes sur comptabilité plus suivi de chantier plus suivi de développement. Quelques personnes, je comprends, mais pas beaucoup, 2-3 sur le suivi day-to-day du quotidien. Exact. Et après, tu dis vous êtes à 20 parce que c'est des agents de ménage, le reste. Donc la moitié de l'équipe, quasiment, c'est des agents de ménage. Moi, une VPDG, essentiellement, les directeurs, on arrive à une quinzaine. Chargé de développement, chargé de construction. OK. Après ça, directeur marketing. Marketing, un peu, ouais. Donc, on est 5 là. Marketing pour faire quoi? Pour faire le marketing des biens? Marketing des biens, marketing aussi de la boîte. OK, auprès des investisseurs. Faire tranquillement connaître par des investisseurs. Par la communauté aussi, parce qu'on s'implique beaucoup. Petite boîte, en fait. C'est drôle, parce qu'on se dit... ils gèrent plus de 500 millions. On pourrait avoir beaucoup plus d'employés, mais c'est très efficace. J'utilise beaucoup l'intelligence artificielle, j'utilise beaucoup les technologies Monday, Slack, pour essayer de limiter le plus possible. Tu as développé de la tech pour suivre? Je sais pas, tes locataires, ils peuvent te dire quand il y a un problème sur une application? Oui, on utilise une application qui a déjà été développée, qui s'appelle au Canada Plexflow. Ah, OK. Un truc qui est déjà, tu payes $100 par mois, je sais pas combien. Exact. Puis, un locataire au Canada, une fois que la personne est rentrée dans son logement, les paiements sont faits mensuellement, c'est automatique. Donc, si la personne ne nous appelle pas pour un problème, il n'y a pas de charge de travail. Oui, tu envoies juste quelqu'un nettoyer l'immeuble de temps en temps. La personne, une fois par semaine, passe pour nettoyer les aires communes. Après ça, il y a des appels de service si jamais il y a une problématique, mais sinon... Gardiennage un petit peu, ou tu fais de l'outsourcing pour le gardiennage? Qu'est-ce que tu veux dire par gardiennage? Tu disais tout à l'heure qu'il y avait du gardiennage. La sécurité. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas encore... C'est un service qu'on aimerait offrir après. Mais ce qu'on a fait, c'est que nous, on sécurise tous nos bâtiments. Donc, caméras de sécurité en avant, arrière, côté, ce qui n'est pas si commun dans les villes où nous, on investit. Donc, également de mettre un système d'intercom à l'entrée. C'est toutes des façons qu'on améliore l'éclairage. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire, mais attends, j'ai 80 000 €. Je vais aller au Canada, l'Eldorado du Grand Nord, et je vais acheter un premier immeuble, un deuxième. C'est incroyable comme histoire. C'est dingue. C'est pas une très grosse boîte, mais c'est un succès phénoménal. Ah ouais. Puis je veux qu'on fasse attention parce que autant dans ma carrière de pédagogue avec mon école de formation, on sait qu'il y a beaucoup de pelleteurs. Nous, on appelle ça des pelleteurs de nuages. Des gens qui pèlent des nuages, qui font rêver, qui racontent des histoires de licornes, puis c'est un peu des arnaques. Il faut comprendre aussi, c'est pas commun ce qu'on a monté, puis ça n'a surtout pas été facile. Pourquoi c'est pas commun, alors, justement? C'est l'ingénierie financière, justement? La capacité de générer ça. Je le dis vraiment sans arrogance, mais j'ai travaillé très fort dans ma vie pour arriver dans le top 1% de ma profession. Donc, ça peut avoir l'air facile, mais on n'a pas fait le tour de toute l'histoire, puis je pourrais vous montrer le quotidien. Combien de galères dans les chantiers le quotidien, je veux dire, mon travail, moi, c'est de jouer c'est de jouer au casse-tête à la journée longue. Là. C'est pompier et casse-tête, c'est ça mon travail. Donc, je veux juste faire attention, mettre un disclaimer, ça a l'air facile. L'immobilier, c'est dur. C'est dur, l'immobilier. On sait que les travaux, il y a toujours des problèmes. C'est très dur, mais pour moi, c'est très passionnant. Je trouve ça incroyable à quel point on peut accomplir des belles choses en immobilier, qu'on peut avoir un impact positif sur la société, sur les communautés dans lesquelles on investit. Et je ne vois pas une meilleure manière d'investir ton propre capital que tu aies 10 000 €, 80 000 € ou tu es une famille fortunée qui a 100 millions d'euros. Pour moi, c'est la manière la plus noble, c'est investir avec sens. Tu es en train d'investir, tu génères des rendements, des profits, parce que tu améliores la vie au quotidien
de gens qui n'ont pas les moyens d'être propriétaires. Ce que tu dis, c'est être bâtisseur. Quoi. Exact. C'est vraiment des choses qui vont durer, qui vont être utiles, des séjours où des familles seront heureuses. Ça a beaucoup de sens, c'est palpable, c'est vrai, c'est des étudiants qui vont pouvoir être accueillis, etc. Il y a peut-être un enfant qui habite dans un de nos logements, que ses parents n'ont pas beaucoup de moyens financiers, qui est peut-être le prochain mois. Ou mieux encore, qui est peut-être le prochain médecin qui va trouver le remède de tel cancer ou de telle maladie, on ne le sait pas. Mais si cet enfant-là a eu la chance, malgré le peu de moyens de ses parents, d'avoir la même dignité, la même sécurité et le respect que quelqu'un de très fortuné, c'est peut-être ça qui va lui permettre de s'épanouir et de pousser le plus loin possible. Je pense que c'est ça qui est important d'avoir comme leadership. Je me considère très chanceux aujourd'hui. Je suis une personne qui est fortunée financièrement, qui a été bâtie à travers l'histoire de mon front. Mais je pense qu'avec grand capital vient grande responsabilité aussi. Puis pour moi, je le vois comme une façon aussi d'agir de manière cohérente avec cette philosophie de vie-là. Bon, et alors la suite, c'est quoi les ambitions maintenant? On se retrouve dans 10 ans, tu seras où? Les ambitions dans... T'es encore assez jeune, 42 ans. Oui, quand même. Dans 10 ans, je pense qu'on va avoir probablement une dizaine de milliards d'actifs. Ah, tu penses que ça peut... À travers au moins 10 marchés nord-américains, Canada et États-Unis. C'est la boule de neige, vraiment. Oui, je pense qu'on va avoir quelques milliers d'investisseurs du Canada, probablement quelques milliers d'investisseurs de la France, je le souhaite, qui vont faire partie de cette aventure-là, qui vont améliorer leur propre sort, leur propre patrimoine, le patrimoine de leurs enfants, à travers le fait qu'on va améliorer la vie des gens qui habitent dans nos immeubles. C'est vraiment là. Moi, je suis un fan, je l'ai dit tantôt, de Warren Buffett. Je ne suis pas fanatique de grand monde. Je ne suis pas quelqu'un qui est très émerveillé par d'autres êtres humains, parce que moi-même, je ne suis pas émerveillé par moi-même. On va finir tous un jour 6 pieds sous terre de la même façon. Mais Warren Buffett m'a toujours émerveillé. Il vient de prendre sa retraite à 95 ans. Je me dis, si je peux être assez chanceux côté santé de me rendre à 95 ans, je vais prendre ma retraite. Il y aura quelques milliards sous gestion. À 95 ans. C'est clair. Ouais. Bah, tu sais quoi, je sais que tu fais pas encore appel à des investisseurs français. Ouais. Mais ce que je te propose, c'est qu'on mette en commentaire dans la vidéo une petite mailing list. Les gens pourraient s'inscrire, tu vois, très simplement. Ouais. Juste prendre à tâche, dire voilà, nom, prénom, email, et demain, tu pourras les recontacter comme ça dans cette mailing list. On a une newsletter d'ailleurs qu'on publie déjà chaque semaine, donc on pourra leur offrir de s'inscrire à ça, puis garder contact avec nous. Voilà, pour ton retour. Bah écoute, Nicolas, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci à toi, Gaspard. C'est vraiment un honneur, puis je suis très heureux de pouvoir compter sur l'amitié qu'on développe ici à travers tout ça. Un beau pont entre la France et le Canada. Absolument. Merci à toi. Merci. À bientôt. À bientôt.